Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'exister. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Ce grand poème écologiste de Maître Gims, composé en 2019, montre à quel point la littérature s'attache toujours à la question planétaire. Et comme le révèle Jean-Paul Angélibert dans son dernier ouvrage, Fabuler l'Apocalypse, Fabuler la fin du monde, la littérature est en avance sur les grands récits contemporains de l'Anthropocène, puisque dès 1805, Grainville, dans Le Dernier Homme, prophétise l'échec de la révolution industrielle, l'échec de la modernité. Mais nous n'allons pas parler de ces grandes littératures catastrophiques, de cette encre noire. Nous allons parler de l'encre verte ce soir, de l'encre laide, qui reconfigure sur nos territoires, comme dirait Michel Houellebecq, de nouvelles cartes, de nouveaux atlas. Bienvenue dans la 6e saison d'Encre Halogène. France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza. Merci à toutes et tous de nous écouter. Nous sommes trois ce soir pour cette nouvelle émission, car je crois que Babidi, vous avez l'explication de notre... Oui, je peux la donner à nos lecteurs. Rapidement. En fait, nous avons été très inspirés chacun dans nos vacances par l'aventure de Greta Thunberg, qui a décidé de rejoindre l'Amérique en voilier zéro carbone pour ne pas impacter plus la planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons décidé de suivre son exemple. Impacter n'est pas un verbe enregistré dans l'Académie française, monsieur. Je vous prie de... Écoutez, monsieur, nous sommes en 2019, les néologismes ne sont pas interdits, à ce que je sache. Toujours est-il que chacun étant en vacances assez loin, nous avons décidé d'imiter cette jeune fille et donc de rentrer par des moyens sans émission de carbone. Ce qui fait que monsieur Duquesne, qui était au fin fond du Nigeria, est actuellement, je crois, au milieu du Sahara en caravansérail. Il devrait arriver dans 2-3 semaines a priori. Monsieur Dufaret, selon mes informations, rentre à vélo depuis Shanghai. Et Monsieur Renard est en Allemagne. Il est en Allemagne. Mais il a raté son train, lui, c'est différent. Ah d'accord, oui, voilà. Je me permets un peu de démystifier la chose, il a raté son train. Bon, ça n'intéresse pas les auditeurs. Ce qui intéresse les auditeurs, c'est la question de la planète. C'est la question de la littérature, la question de l'encre verte, il me semble. Gilles Vien est avec nous, Babidi Parkeguio est avec nous. Bonsoir. Et nous allons nous interroger sur la nature écologiste de cette rentrée littéraire. Peut-on parler d'une anthropocène littéraire, véritablement? C'est ce que nous allons voir ce soir. Je crois que c'est une question que nous devions nous poser. Bien, merci d'être fidèle à Encre halogène. Pardonnez un peu la mélancolie de nos voix, c'est que nous sommes sereins, mais conscients de l'enjeu crucial de cette émission. Olivier Adam est un grand écrivain français qui a publié de nombreux romans, souvent adaptés au cinéma d'ailleurs. Il publie en cette rentrée un roman qui s'appelle Une partie de badminton. De badminton, qui met en scène, je ne l'ai pas lu, donc j'imagine qu'il met en scène différents personnages, souvent plutôt à l'ouest de la France, au nord-ouest de la France, souvent chez Olivier Adam, des endroits où il pleut, où on s'ennuie. Et c'est un livre qui parle entre autres de la figure de l'écrivain raté, je tiens à le signaler, mais qui ici nous fait plonger véritablement avec grande force dans la politique écologiste troublée de la France. On dit souvent que le roman français regarde le monde à travers une lorgnette, et bien là je crois que c'est un grand roman épique et politique qu'écrit Olivier Adam. Plongeons tout de suite dans la lecture d'une partie de badminton. L'annonce par Sarah qu'il ne retournerait pas vivre à Saint-Malo, où elle avait passé son enfance, mais de l'autre côté de la Rance, à Saint-Lunaire, ce qui signifiait, entre autres, qu'il lui faudrait prendre un bus le matin pour se rendre au lycée. Un trajet porte-à-porte d'une 40aine de minutes avait achevé de la plonger dans un mélange de tristesse, de colère, de ressentiment, dont il n'était pas prêt de voir la fin. Clément, quant
à lui, s'était contenté de hausser les épaules, une fois que ses parents lui rassuraient sur le caractère passager de l'humeur de sa sœur adorée. Est-ce qu'Aaron, son meilleur ami, son frère, pourrait venir le voir en week-end et pendant les vacances? C'était la seule question qui l'obsédait. Sinon, habiter là où ces dernières années ils avaient continué à passer leurs congés, à défaut d'y vivre, n'était pas pour lui déplaire. Du coup, on verra Nicolas Hulot, avait-il lancé pour finir. Sans doute, avait acquiescé Paul. Même si maintenant qu'il est ministre, il devait passer beaucoup de temps à Paris, et moins dans la somptueuse villa penchée sur la pointe qu'il occupait avec les siens, et qu'on pouvait contempler assis dans le sable ou à une table de la Paillote. Clément afficha un sourire réjoui. Ancien aventurier catholique, ardent défenseur de la faune et de la flore, désormais ministre de la tradition écologique, la transition écologique, Nick Hulot était, sans que ses parents comprennent vraiment pourquoi, l'idole de Clément, qui n'en revenait pas de le croiser à toutes les vacances, et quelques semaines plus tôt encore, sur son vélo, sortant de la boulangerie ou de la maison de la presse, une baguette ou son libé sous le bras, se dirigeant vers sa maison, située à 200 mètres à peine de celle où on lui proposait de vivre désormais. Paul n'eut pas le courage de tempérer son enthousiasme. Le paysage politique était sans dessus-dessous et il ne voyait pas débattre avec son fils de 10 ans des mérites et des manquements de la majorité au pouvoir. Les choses étaient devenues si complexes que lui-même ne savait pas toujours comment se positionner vis-à-vis de Macron et ses sbires. Comme tous les électeurs de gauche qui avaient dû se résoudre face à la menace du Front National à voter pour lui et à assurer à leurs enfants que l'élection du faux jeune homme, Macron lui avait toujours fait penser à ces modèles de voitures dont seuls les vieux pensent qu'ils font jeunes, était, dans ce contexte précis, une bonne nouvelle. Du moins, un motif de soulagement, peut-être passager, mais tout de même. Clément, pour être sûr de bien comprendre, avait reformulé sa question. Mais il est gentil, lui, non? Il a battu la méchante, et donc tout va bien? C'est plus compliqué que ça, mais oui, si tu veux, on peut dire des choses comme ça. Et puis il est quand même un peu de gauche, de toute façon. Alors ça, mon petit pote, c'est la question à $1 million, hein? Allez, tu viens, on va faire un foot au square. Bien entendu, un an plus tard, cette conversation n'aurait plus le moindre sens. Macron aurait troqué le fameux de gauche et de droite pour un plus classique de droite et de droite. Et Clément verrait presque chaque jour Nicolas Hulot, qui aurait claqué la porte du gouvernement, promener son chien sur la plage ou noyer son amertume au milieu des vagues, jussé sur une planche et traîné par une voile gonflée de vent. Mais alors, ni lui, ni Paul, ni Manon, ni Sarah n'en auraient plus rien à foutre. C'est une grande mélancolie écologiste qui s'exprime dans ce texte. Moi, j'improvise là ce que je vais raconter, mais il y a une dimension romantique dans ce texte, il me semble. Vous l'avez perçu, monsieur Vien? Proustienne. Avec ce Ah, début... j'étais pas dans la bonne période historique, mais bon. Sur les trajets qui vont devoir être modifiés, sur les habitudes qui vont changer de façon infime et qui vont modifier totalement le mode de représentation du monde, tout ça fait penser beaucoup au jeune Marcel à Balbec, quand il est troublé par un basculement d'une chambre vers l'autre, d'un décor vers l'autre, ainsi de suite, et ce surgissement de personnages réels et historiques au milieu de la romance, à savoir Nicolas Hulot, le premier, à cette espèce d'allure mondaine, cale, un peu la prose proustienne. Du reste, on est très éloigné de quelque chose d'introspectif et de réellement romanesque. On est davantage sur une prise de conscience, celle d'un peuple. Pour parler vrai, celle d'un peuple. Monsieur Babidi? Oui, bah écoutez, pour une fois, monsieur Mirliza, je vous rejoins sur l'aspect romantique. Je trouve qu'il est très présent, notamment dans ce dernier paragraphe. Un paragraphe qui, pour le coup, évoque presque les peintures de Caspar David Friedrich, voire les confessions de Rousseau. On est dans quelque chose, un petit peu les rêveries du planchiste solitaire, avec ce personnage de Nicolas Hulot qui sont perdus au milieu des vagues, sur une planche, on ne sait pas trop où. Il n'est plus dans le gouvernement, mais il n'est nulle part, il ne parle pas. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous dites, moi, le romantisme, je le voyais vraiment dans la cartographie. Moi, je pense qu'il faut étudier la manière dont les textes créent des cartographies du réel. Et ici, c'est un paysage romantique que nous avons, un paysage écologiste, un paysage retiré, la Normandie, qui nous fait penser
un peu bien à l'île de Ré, dans laquelle a l'habitude de se retirer Lionel Jospin, par exemple. Hein. Là, c'est le personnage politique déchu qui fait penser bien sûr à Victor Hugo, hein, sur son île britannique, hein, sur ses îles britanniques. Et véritablement, le texte est imprégné de cette tempête romantique aussi métaphorique que palpable, finalement. D'ailleurs, entre Lionel Jospin et Victor Hugo, il n'y a qu'un pas. Hein. Personne ne sait qui des deux est le plus vivant. Voilà. C'est pas anodin. Et moi, je trouve que ce texte-là, ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que c'est un texte très engagé quand même. Mais enfin, ce qui est intéressant, il me semble, effectivement, c'est que certes, des grands hommes traversent le texte, mais du point de vue de jeunes gens. Oui. Et on parle d'une prise de conscience, d'un engagement qui est celui d'un peuple. Et ça me semble être le sous-texte à la fois politique et patriotique de ce texte. Il y a un aspect patriotique. Et néanmoins, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a de l'engagement et il y a du renoncement. Notamment cette phrase, lorsque ce qu'on imagine être le père, hein, dit « Alors ça, mon petit pote, c'est la question à $1 million », en voulant critiquer la gauchitude. Bonsoir, monsieur Piscoletto, installez-vous. Il revient parce que lui, il était à pied, il nous vient de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Bonsoir, oui, je m'installe, je lis dans le taxi, les Uber, très sympa, qui m'accompagnait, Michelangelo, et moi j'ai lu comme ça, ta haute voix, les textes d'Olivier Adam, et magnifique, vraiment magnifique, hein, j'aurais des choses à dire, allez-y. Je finis, monsieur Piscoletto. Hein. Mais justement, dans cette phrase, il y a un renoncement parce que il dit « Alors ça, mon petit pote, c'est la question à $1 million ». Or, n'oublions pas que Emmanuel Macron est celui qui, lors de la campagne présidentielle, a dit qu'il aimerait que les jeunes aient envie de devenir milliardaires. Donc, en avouant cet aveu-là, il montre que, tout en reniant la capacité d'Emmanuel Macron à être de gauche, il s'inscrit déjà dans son logiciel. Il donne de la valeur. Oui, mais il faut moi, c'est de bonne humeur, pas de problème avec les billevesées, les âneries, les conneries, il faut le dire, qui sont dites parfois ici. Je dis pas maintenant, hein, je dis en général, hein, voilà. Mais moi, y vois vraiment une dimension écologique très forte. Vous n'avez pas soulevé l'ambiguïté, enfin, tout le jeu sur l'expression paysage politique. Paysage, mais les paysages, c'est la Normandie. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je suis un grand lecteur de Bertrand Westphal, vous savez, le spécialiste de l'éco-critique. Et lui, il parle de se garer sa voiture, ça, c'est pas un geste écologique. Par contre, s'égarer au sens... Et là, oui, il est question des voitures à un moment donné. Vous pouvez me redonner le passage? Voiture. Il est question d'une voiture à un moment donné. Il avait toujours fait penser à ces modèles de voitures Voilà dont seuls les vieux pensent qu'ils font jeunes. Voilà. Et bien c'est ce qu'il dit, Macron, c'est les garages, c'est les faits de se garer. Et les paysages de Léviathan, c'est un paysage qui s'égare. Vous comprenez, c'est garé. Écoutez, spatialement, ça se tient spatialement. Du reste, il me semble qu'il y a du mouvement dans ce texte. Oui, ce n'est pas simplement c'est pas un texte qui se gare. cartographique. Il y a même du remous. Il y a du remous. On est en Normandie, il y a du remous. Et je dirais même de la libido. Puisque la politique advient quand même à travers les personnages, puis décroît. Après ce moment de l'élection, où finalement, passer dans les urnes, c'est déchargé. Oui, rien à foutre. Rien à foutre, Gilles. plus que épuisé. Gilles, tu as fait un très beau néologisme. Un alibi d'eau. Nous sommes à la plage. C'est un alibi d'eau. Exactement. Bien, magnifique lecture. On va pas y passer plus de temps parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ce texte. Hein. Mais c'est à lui-même en fait. C'était une introduction, voilà. Nous allons passer maintenant à un nouveau texte. Vous êtes toujours dans Encre halogène. Encre halogène, Jacques-Emmanuel Mirliza. Cécile Coulon, une autrice bien connue de la littérature française, publie un nouvel ouvrage aux éditions... je ne sais plus, grandes éditions, maison d'édition, Finitude, je crois. Alors c'est un texte que nous allons lire et ensuite nous assisterons à une nouvelle rubrique, le grand commentaire, puisque Gilles Vien nous livrera le commentaire de ce texte. Plongeons tout de suite dans Une bête au paradis de Cécile Coulon. Faire mal. Blanche et Alexandre firent l'amour pour la première fois pendant qu'on saignait le cochon dans la cour. Ils avaient fermé les fenêtres sans tirer les rideaux.
En bas, la fête battait son plein. L'animal gueulait comme un supplicié. Les paysans voisins s'étaient rassemblés. Le sang dessinait de larges coquelicots sombres sur la terre battue. Sous le grand arbre devant la porte, Louis avait dressé des tables recouvertes de nappes aux initiales de la famille Aymar. Une quarantaine de personnes assistaient à l'écoulement, les petits regardaient, les yeux écarquillés. Émilienne, au premier rang, disait « Ah, là, doucement! Le sang! Gardez bien le sang! » Au premier étage, Blanche et Alexandre nus, se serraient, enlacés, sachant quoi faire sans savoir comment faire, sachant que ce serait douloureux sans savoir comment rendre cette douleur plus belle. L'odeur du sang dans la cour rivalisait avec celle de la peau d'Alexandre, du sexe de Blanche. Ils ne sentaient plus rien qu'eux-mêmes, n'entendaient que leur souffle mêlé, tout à la fois. Apeurés et soulagés de se retrouver ensemble, enfin! D'abord, Alexandre explora la jeune fille avec ses mains et sa bouche. Elle, la tête sur les immenses oreillers bleus, le regardait. Il tenait sa taille dans ses bras, sa langue et ses doigts descendaient le long de son ventre, tels des grimpeurs en manque de montagne. Avant d'enfouir ses lèvres dans le sexe de Blanche, Alexandre releva la tête, les yeux fixés sur les poils pubiens d'un brun foncé. Souriant, il désigna par la fenêtre les feuilles du grand arbre et murmura « C'est la même couleur !» Elle émit un rire bref, nerveux. Alexandre la caressa doucement comme on fait pour calmer les ânesses quand elles mettent bas. Puis son visage disparut entre ses jambes. Les mains de Blanche, crispées sur les épaules du garçon, labouraient sa peau tout en maintenant entre ses cuisses. Est-ce que ça va? Blanche, est-ce que ça va? Son corps fut parcouru d'un frisson. J'ai connu mieux comme sensation, dit-elle en jouant du bout des doigts autour de son nombril. Ça fait si mal que ça. Alexandre se redressa. Il pensait avoir été doux. Il n'avait pas crié, ni pleuré, ni demandé qu'il arrête. Il avait pensé qu'il s'en était bien sorti. Les hommes lui avaient dit que toutes les premières fois étaient pénibles. Le mieux était que ça se fasse vite. Blanche se redressa à son tour. Il se tenait droit contre les oreillers, l'air un peu solennel, les joues striées par l'empreinte des draps. Blanche ramena ses jambes entre ses bras tout d'un coup. Elle eut l'air d'une petite fille. Ça fait mal! Elle leva les yeux au plafond. Sa bouche émettait un marmonnement indistinct auquel Alexandre était habitué. Blanche triait ses mots avant de parler, elle les rangeait dans l'ordre pour que ses phrases soient claires. En cours de français, elle faisait la même chose, mais personne ne se moquait d'elle. Elle était la petite fille d'Émilienne. L'hiver dernier, j'ai marché sur une braise que le feu avait crachée devant la cheminée. La voix de Blanche avait changé. Ce n'était plus celle d'une jeune fille qui avait mal, mais celle d'une femme qui expliquait pourquoi elle avait eu mal. Ça fait mal comme de marcher sur une braise, conclut-elle. Puis elle l'embrassa rapidement, à plusieurs reprises, sur le nez et au coin des lèvres. Alexandre voulut la tenir contre lui, mais elle se dégagea, sauta du lit et avança jusqu'à la fenêtre. La cour va sentir le sang pendant 3 jours. Le sang de cochon imprégnait tout. Son odeur enveloppait le paradis avant que l'automne ne la pousse ailleurs. Une nappe lourde, mélange d'entrailles, d'excréments, de poils et de paix enduisait les fourrages. Partout où le posait la main, les doigts plongeaient dans un grand bocal de sang chaud. Pendant 3 jours, davantage si le vent ne se levait pas, le paradis portait les éclaboussures des bêtes mortes. Rien ne servait de frotter, de laver, il suffisait d'attendre et l'odeur partait imprégner l'autre terre. Avant ça me dérangeait pas, maintenant ça me donne la nausée, grogna Alexandre, assis sur le lit. C'est magnifique, hein, on est vraiment dans une transition écologique à l'œuvre, il me semble. Mais trêve de commentaires, puisque c'est maintenant au tour de Gilles Vien de
nous livrer le premier grand commentaire d'Encre halogène. Tout à fait. Encre halogène. Le grand commentaire. Merci beaucoup pour cette introduction et je vais essayer de replacer l'œuvre, le passage dans l'œuvre et de donner un aperçu un peu de ce que ce texte porte, même au-delà de la problématique écologique, puisque vous verrez un parallélisme puissant sous-tend le texte. Une bête au paradis est un roman qui parlera aux Français. Car Cécile Coulon aime la bonne chair et elle n'a pas peur non plus de trancher dans l'art. Le paradis, précisons-le immédiatement, est le nom de l'exploitation agricole dans laquelle se déroule l'histoire. Le roman commence très fort, avec une scène folklorique mais superbement revisitée du tue-cochon. Stupeur du lecteur, qui d'emblée plonge dans une atmosphère fébrile, à la fois empreinte de sensualité et de brutalité. Des pages à peine respirables, tant l'air est saturé de fluide corporel. Le sang forme même des coquelicots sur la terre battue, constituant une sorte de papier peint posé au sol. Papier peint sur lesquels se lise si souvent le drame du quotidien des pauvres, comme disait Delphine de Vigan. Et dès le commencement, la puissance symbolique transcende totalement le réalisme. À juste titre, Cécile Coulon sait que les paysans français sont très attachés aux symboles et aux rites immuables. À la campagne, il est vrai, on se marie au début des moissons. On baptise les vaches du nom des saintes. On se brosse les dents quand le coq chante. Et on change les draps quand passent les tourterelles. C'est ainsi que la défloration a lieu le jour précis où on égorge le cochon. Ce qui n'arrive, il faut peut-être le rappeler, qu'un jour par an. Cela tombe à pic pour un parallèle subtil. Alors, que signifie cette coïncidence dans le magnifique roman de Cécile Coulon ? C'est le dernier jour de la vie du cochon et le premier jour de sa vie de femme pour Blanche. Et ce n'est que dans le sang, ce n'est qu'au prix d'une profonde violence que le village mangera son pâté et que Blanche s'exprimera enfin en tant que femme. L'égorgement du Suidé et la défloraison de Blanche sont deux gestes d'autant plus violents qu'ils sont brefs et occasionnés par des paysans bourrus et grégaires, bien qu'ingénus. Faut-il rappeler que nul n'est plus cruel et innocent qu'un paysan, un enfant ou un chat. Les uns ripaillent pendant que la bête gueule comme un supplicié, moment très hugolien, tandis que le jeune prétendant caresse sa promise, telle une ânesse, puis laboure sa peau comme une bonne parcelle. La lame du couteau déchire la couenne, tandis que la verge d'Alexandre brûle le vagin de Blanche comme une méchante braise de l'hiver dernier. Le parallélisme est subtil, avouons-le. Et comment ne pas voir, derrière Blanche, un autre animal innocent, la blanche biche, de la célèbre chanson médiévale ? 3 fois les a cornés de son cornet de cuivre. À la 3e fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche. Celui qui la dépouille dit « Je ne sais que dire, elle a le cheveu blond et le sein d'une fille. » Elle a tiré son couteau, en quartier il l'a mise. Car dans ce roman féroce de Cécile Coulon, le sacrifice par ceux qui croient nous aimer est la condition même de la vie. Alors pourquoi le porc et non pas le bouc qui est traditionnellement meilleur émissaire ? Ce n'est pas seulement parce que Cécile Coulon veut signer un drame naturaliste français, environnemental. Ce cochon qui n'a pas de nom signe la triste banalité de la souffrance, tandis qu'il est plus rare qu'on égorge des boucs dans la Meuse. De même, rappelant ce terrible passage d'une vie de Maupassant où le velu Julien déflore une Sainte-Jeanne, Blanche est brutalement initiée à ce qui ne relève pas même d'un plaisir, mais plutôt d'une souffrance, d'une déception. C'est la fameuse braise de l'hiver, dernier dont l'évocation fait soudainement de Blanche une vraie femme. Comme Moïse apprend le nom ineffable de Yahvé par le buisson ardent, c'est la braise crachée par la cheminée, presque comme une parole murmurée, qui révèle sa condition à Blanche. La pauvre fille est soudain introspective, tandis que le paradis est plongé dans un nuage de sang. Image terriblement expressive, qui dénote encore de la subtilité de Cécile Coulon. La perforation de l'hymen recouvre le monde de sang, change les perceptions et accompagne ainsi une prise de conscience de Blanche comme une prise de conscience environnementale. Car enfin, dès ce premier chapitre, on se pose la question. Qui est la bête du paradis ? Qui donne son titre au roman ? Est-ce le porc au cochon ?
Est-ce le rugueux Alexandre? Est-ce Blanche elle-même, qui vient d'être animalisée par son association aux Suidés? Dans ce terrible environnement rural, tout le monde peut être la bête. Quel titre bien trouvé. Car la bête, dans l'Ancien Testament, c'est bien entendu le diable. Bestiaux de ferme et démons de Shaol font l'alliance dans ce drame bouleversant. Et dès le titre, le sacrifice est annoncé, car c'est ainsi que, comme le dirait une fameuse icône de la nouvelle vague, que la bête meurt. Au moment où le néo-ruralisme est prôné sur de grandes chaînes du service public, à travers ce roman sombre et hypnotique, Cécile Coulon joint sa voix à celle de Monsieur Tesson pour nous rappeler que la campagne, comme la nature, est avant tout cruauté. Non, les colibris ne chantent pas au paradis. Oui, l'ours dévore les troupeaux de brebis. Et non, l'air des champs n'est pas plus pur que sur les quais de Seine. Le sang est dans l'air. Il coule inlassablement dans les sillons de la terre brune comme les poils pubiens de Blanche, qui ressemblent tant aux feuilles du grand arbre, peut-être un érable du Japon, mais ce n'est pas précisé. Avec une bête au paradis, Cécile Coulon signe là un roman rural, environnemental, d'une grande dureté et d'une humanité plus grande encore, psychologiquement intense, originelle, libidinale, matérialiste, narcotique, pragmatique et sexuelle. C'est une pastorale empruntant à Sade, un pagnol signé par Stephen King, un nouveau Pierre Michon en somme, un Pierre Michon femelle, une Pierrette Michonne, mais sans toutes ces parenthèses généalogiques et inutiles qui donnent tant de lourdeur aux vies minuscules et avec plein de scènes, disons, pour adultes. Alors oui messieurs, les Français aimeront ce roman. Bravo Gilles. Merci. Quel souffle. Bien, on va passer aux commentaires sur ce commentaire. On parlera pas trop du texte, hein, du coup. Non. De toute façon, je pense que Gilles a résumé admirablement, en tout cas, le sens du passage et le souffle du passage qui nous était prêté. Oui, pas mal. Merci Babidi. Non, vraiment, je tiens à te le dire, c'est un formidable travail, mais qui ne m'étonne pas de toi. Oui, moi je suis un peu surpris quand même qu'il y avait une grande subtilité dans le texte qui n'a pas été abordée. Ça me gêne un peu d'en parler, j'ai peur de passer pour un érudit. Quelqu'un qui verrait... quelqu'un qui ferait la leçon à un élève, un bon élève, mais pas forcément très fin, voyez. Pas forcément. Mais je vous en prie, je n'ai pas peur de mon ignorance. Oui, mais vous n'avez pas parlé de Blanche, de son prénom. Vous voulez Je dire... sais où vous allez en venir, monsieur Piscoletto. À quoi? Vous allez nous parler de Walt Disney. Encore une fois. Non, je pensais juste à Blanche qui est, vous ne le savez pas sans doute, mais l'allégorie de l'innocence. Il me semblait en avoir parlé à travers la biche. Peut-être que le passage était un peu obscur. Oui. J'admets que j'ai peut-être été un peu trop rapidement Et sur ce sujet. Alexandre, parce que là, ça me gêne un peu, parce qu'Alexandre, c'est à la fois le conquérant, évidemment, mais c'est aussi Alexandre le Bienheureux, vous connaissez ce film. Tout à fait. Voilà, le paysan. Donc là, on a un jeu sur l'onomastique que vous n'avez pas bien, je trouve, traité. Écoutez, je vous laisse faire le travail. Je vais prendre le contre-pied, Gilles, et aller en ton sens. Simplement, j'aimerais que tu m'en dises plus sur certaines choses dont tu as parlé, parce que je suis sûr qu'il y a des références que tu n'as pas évoquées, mais qui étaient là quand même dans ton commentaire, notamment lorsque tu parles du rite inavouable, et que tu parles de ça comme une sorte d'éloge finalement de ce milieu rural, bien avec tous ses défauts et toute sa violence. Un éloge également, paradoxal. Exactement, mais un peu à la manière de Georges Sand aussi, dans La Mare au diable. Enfin, il y a quelque chose qui relève aussi des œuvres d'Alexandre Mistral. Essayer de rendre une grandeur à ces petites choses, à cette petitesse, à ce pragmatisme et à cette dureté aussi. Eh bien, Babidi, je n'ai pas voulu trop insister sur le Sud-Est à cause d'une tradition parisienne d'avoir réifié, d'avoir fait un artefact de cette littérature du Sud-Est et de l'avoir finalement rassemblé en quelques caractéristiques. Ce qui me plaît, c'est que cette campagne, c'est une campagne française, une campagne champenoise, une campagne alsacienne. Bien, parfait. On a passé du nord-ouest au sud-est, hein, vous avez vu en deux textes. Attendez, Oui. j'aimerais juste insister sur deux petites choses. Oui. Moi je trouve un vrai parallélisme aussi, un palimpseste aussi, presque, avec Colline. Puisque Colline, on a cette terre qui est vivante, hein, ce merveilleux texte de Giono, ce sang qui... La transition va être magnifique, vous allez voir. Ce sang qui coule de la terre, et là je trouve qu'on a un vrai écho qui se fait ici. Et
mine de rien, tu questionnais le titre, et tu disais une bête au paradis, on pouvait se demander, mais qui est la bête ici? Et je verrais aussi quand même une sorte de parallélisme avec une grande œuvre populaire, qui est Un crime au paradis, ce merveilleux film avec Gilles Ray et Josiane Balasco, et où il y a justement ce tableau qui est fait de la dureté et de la violence de ce milieu rural, et en même temps de l'amour qui surgit dans la violence. Bah, écoute, je suis amplement d'accord avec cette lecture. Il y a tout ce qui a été fait en termes cinématographiques et littéraires sur cette façon qu'ont les paysans, bien à eux, d'exprimer leur joie et leur tristesse. Nous sommes totalement d'accord. Très bien. Alors on va rester dans la même région de la France, mais auparavant, on le rajoutera au montage, je vous propose d'écouter une magnifique chanson de Claire Pelletier qui va nous parler des arbres, avec cette chanson qui s'appelle Le Merisier. C'est un arbre, mon enfance, un souvenir de mon père. On l'a planté, on l'a soigné, le plus beau des merisiers. Il se tient debout dans la cour, le symbole de l'amour. Il se tient debout, nuit et jour. Ses racines sont en nous. La vie, la sève et le sang, dans l'instant présent, dans l'instant présent. La vie, la sève et le sang, la patience du temps, du temps. C'est un arbre, notre rêve, la montée vers l'infini. C'est un miroir, l'esprit du vent, le berceau de ma mémoire. Il redonne un sens à la terre, ce grand solitaire. Il se tient debout depuis toujours, son cœur est en nous. Ça peut être assez bien comparé à d'autres rapports qui sont sortis aussi cette année par des commissions ad hoc. Bien, où- la pardon. pause est finie, monsieur. Voilà, on parlait d'autre chose, on parlait pas de l'écologie, hein, on parlait d'autre chose. Bon. On revient à l'écologie, on revient au texte. Exactement. Alors on va passer, on était dans le roman, on va passer au genre du conte maintenant. Les contes... Monsieur Piscoletto doit être heureux, je sais que c'est un expert du sujet. Oui, tout à fait, moi j'aime bien les flamboyances du conte. Alors, c'est un recueil de contes qui vient de paraître, les contes des carrefours du Ventoux, on reste en Provence. Hein. Alors le texte est flamboyant, vous allez voir, c'est du Giono contemporain. Ah bah, Colline. Tout à fait. Ouais. Vous allez voir, nous allons plonger dans les contes des carrefours du Ventoux avec Oja du Roussas, je ne sais pas toujours prononcer. Et le texte, on va le lire comme ça, on va se donner la parole. Comme d'habitude en novembre, le rendez-vous était au Jas du Roussas. Mais le vieux Jas avait rappelé l'ancienne. Celui d'en haut, pas celui encore utilisé par les humains, près de la grande aubépine. Cette vieille aubépine avait abrité jadis maintes réunions
du petit peuple. Bien avant que l'ancienne soit devenue la responsable. Mais maintenant, il valait mieux l'éviter. Même le jour avant la pleine lune de novembre, quand le vent souffle en tempête, et que parfois la première neige couvre déjà les chemins. Les faillards avaient déjà perdu toutes leurs feuilles qui jonchaient le sol. Avec les chasseurs, les forestiers qui parfois installent leur abri pour ne pas avoir à redescendre chaque soir au village, la prudence était de mise. Surtout qu'aujourd'hui, il y avait une petite nouvelle. L'ancienne lui donnerait un parcours facile. Tu retournes en suivant le chemin vers le jas des Mêlettes, celui qui a été en partie réparé. Et quand tu seras au creux de la forêt, dans le virage en épingle à droite, tu files tout droit et tu remontes le vallon des Pointes, en restant bien sous les arbres. Ah, n'oublie pas de jeter un regard dans la petite cabane de chasseurs que tu verras sur ta gauche, dans les flancs. Vérifie aussi que tout va bien à la petite maison. Normalement, elle est vide, mais en arrivant sur la route des hommes, traverse rapidement et faufile-toi au milieu des chalets. Ils doivent être tous fermés, mais attention, monte jusqu'au café, passe derrière et rejoins-moi à la plaine des Ermitans. Je serai sous les sapins ou bien sur un des tas de bois. Attention à toi! La petite partie aussitôt. Est-ce que j'ai besoin de tous ces conseils? Je suis une chouette adulte maintenant. Notre ancêtre vieillit. La vieille hulotte continue à donner ses instructions pendant ce temps. Toi, gros bourru, tu vas dans la combe en revenant vers le Jas neuf, qui n'est pas si neuf. Traverse le Roussas, descends par les cailloux et remonte le combe de la Grave. Va jusqu'en haut, sur la piste des glacières. Puis rejoins-moi. Le grand sanglier s'éloigna en trottinant rapidement. Patte fine qui courait plus vite, fut comme d'habitude envoyé par le chemin le plus long. Descends directement en passant devant le jas du Roussas et va jusqu'au jas du Cerf. Voilà si tout va bien pour la rouquine et ses petits. Puis continue en direction du jas du Mour. Mais en arrivant en bas de la combe, l'endroit que les humains ont baptisé Reyas, prends à droite et remonte la combe de la Grave. Mais vers la gauche, passe sous les faux de la combe sourde. Tu verras peut-être la famille de grosses cornes. Tu les salueras de ma part. En arrivant sur la piste, reviens à droite sur la plaine des Ermitans pour me... pour me dire si tu as entendu quelque chose. Le jeune chevreuil était déjà parti. Pour Gros Pata, c'était un survol sur le jas Perrache, sur un passage par le front d'Angers et un retour par la combe brune et le Cocadis. Le grand corbeau décolla et s'éloigna. Allons-y maintenant, pensa la vieille hulotte. On a beau être un peu fait, on ne rajeunit pas. Pourvu que tout aille bien ce soir, c'était un temps à aller se blottir tôt dans un vieux faillard. Allez, Sinos, notre Bien. Derrida. C'est gionien hein, comme texte, hein. Monsieur Babedi. Bah, Alors, il n'y a pas d'auteur, hein. Si, c'est Daniel Alibert, pardon, Daniel Alibert. Aux éditions Amazon. Je vais vous faire une confidence, Mère Lisa. Je me sens dépassé, Pourquoi? parce que je ne sais pas où aller. Ce texte me perd. Ce texte est labyrinthique. Ce texte est un dédale, dont je ne trouve pas la sortie ni l'entrée. Mais c'est une cartographie... Si je peux me permettre, une chose assez importante, on ne dit pas le fond d'Angieux, mais le fond d'Angiou. On est dans le provençal, monsieur. Oui, on est en Auvergne hein, d'ailleurs. Ah, vraiment? Je crois. Non? Où est-on? Eh ben, justement, l'intérêt du texte, c'est que il existe peut-être, et je ne pensais pas un jour voir un auteur capable de le faire, une lecture de l'environnement qui ne soit pas la nôtre, qui soit celle... je me souviens que nous avions fait un texte sur ce qu'en ressentaient les animaux. Peut-être que c'est une lecture totalement animale du monde, et jamais, je dois dire, je n'ai été confronté à une telle altérité à travers la description de l'environnement. Je ne suis pas du tout dans un monde humain, c'est évident. Bah, ce qui est intéressant ici en tout cas, c'est qu'il y a une perception de l'espace qui nous échappe. Ah oui. Une perception de l'espace, et en même temps, la perception de l'espace est une chose subjective s'il n'en est. C'est-à-dire que dans chaque espace, chaque sujet sera porté à avoir une perception qui lui est propre.
Et là, en fait, on a une perception extrêmement subjective d'un espace qui, de fait, nous échappe complètement. Mais vous voyez, je suis désolé, je suis ébloui par les projecteurs Monsieur Mirliza, vos projecteurs sont agressifs. C'était pour que vous vapotiez dans la lumière, monsieur. Ah, mais je peux vapoter dans la Voilà, tout à fait. Mais on ne devrait pas... Oui, ma grand-mère continuez, écoute continuez. peut-être Continuez, oui. Mais vous voyez, quelqu'un comme Silnos nous serait utile ce soir. Lui qui sait lire au travers des lignes des textes abscons comme ceci. Abscon. Oui, peut-être un peu, oui. Qu'est-ce que vous avez compris, vous Alors, ce que j'ai compris... Alors, d'abord, il faudrait ajouter que, tout de même, j'ai eu une pensée, je n'ai pas été complètement perdu. Cela me fait penser un peu à certaines descriptions très précises et géographiques qu'on peut retrouver dans la littérature russe du début du 19e siècle. Où on découvre la Sibérie, on décrit avec beaucoup d'ardeur chaque chose, chaque combe, chaque arbre, chaque sapin, et où on rencontre des indigènes, les Golds, qui appellent humain tout être vivant. On est un peu dans cette espèce de cadre animaliste et païen. En tout cas, j'arrive à partir de là à comprendre que les animaux de la forêt se sont organisés de façon à contrôler leur environnement, faire des patrouilles, se diviser des secteurs, et que le chef de ce gang serait une vieille chouette. Un gang, vous dites. C'est un gang. On est dans une entreprise mafieuse. Écoutez, cette façon de parler est quand même très sicilienne. Par détour. Fare bordel. Par détour. On dit fare bordel. Fare bordel. Fare bordel. Et qui sait si quelques commandites de meurtre ne sont pas dissimulées dans ce texte. Moi je serais très soupçonneux et très prudent. On ne sait pas qui est l'auteur et on ne sait pas exactement ce que le texte... C'est Daniel Alibert, hein. Oui, mais on ne sait pas qui il est. Et si c'est un nom d'emprunt. En tout cas, moi ce texte me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose et que ce quelque chose est dangereux. Bien, peut-être nous allons nous arrêter là pour ce texte alors. Écoutez, moi je ne veux pas prendre de risques. Personnellement, je ne veux plus en parler. Très bien. Nous allons passer à la grande chronique de Babidi Parkegyo. Monsieur Mirliza, nous sommes des assassins. Nous, les amoureux des lettres simples, nous, les archéologues du papier imprimé, nous, les excavateurs des plumes oubliées. Chaque semaine, nous rendons grâce aux œuvres restées trop longtemps dans les caves de la reconnaissance. Nous braquons les projecteurs sur des artistes qui hurlent leur poésie à l'ombre des Balzac, des Stendhal et des Marc Lévy. Et pour ça, nous sommes des assassins. Alors que la planète hurle son agonie dans un grand râle de dioxyde de carbone, alors que des ours dérivent sur des glaçons au nord de l'Atlantique et que de jeunes Suédoises le traversent à bord de voiliers, nous précipitons la chute de notre monde en léchant nos doigts meurtriers pour tourner les pages marquées du sceau de notre famille. Je le dis sans phare, monsieur Mirliza. Cette émission est à l'écologie ce que Monsanto est à la lutte contre le cancer. Ces petites feuilles de papier que nous aimons tant, ces livres qui illuminent les soirs d'indifférence dans la solitude des jours trop longs, sont les balles que nous tirons en plein cœur de notre cher Gaïa. Et pour vous prouver ce que je vous propose, je vous propose un petit exercice mathématique. Si l'on compte qu'un livre pèse 400 grammes en moyenne et qu'il faut 19 arbres pour produire une tonne de papier, cela signifie que pour produire un livre, nous avons besoin de 0,0076 arbres. Maintenant, si nous prenons un auteur que vous aimez bien, Guillaume Musso par exemple, qui a vendu 1,6 million de livres l'année passée, cela signifie que Guillaume Musso, monsieur Mirliza, est responsable de la disparition de 13 680 chênes, bouleaux, hêtres et autres conifères en une année. Pour produire ces 418 millions de livres vendus l'année dernière, nous avons fait disparaître plus de 3 millions d'arbres. Et votre cher Guillaume est un amateur dans la cour des conquistadors de la forêt. On peut arriver à des chiffres absolument délirants si l'on regarde ses autres congénères bûcherons, archanges de l'Amazonie. Monsieur Simon, dont on disait qu'il écrivait un livre tous les 11 jours, était un terroriste végétal, monsieur. Et on ne peut que trembler à l'évocation des 2,5 milliards d'exemplaires de la Bible vendus à ce jour, qui représentent 19 millions d'arbres, monsieur Mirliza. C'est-à-dire que Jésus-Christ a fait disparaître 19 millions d'arbres, parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de penser à sa petite personne en sacrifiant des montagnes d'arbres sur l'autel de l'égotisme.
Et c'était pas fini, bah non, c'est pas fini parce que les petits écocidaires inconsistants que nous sommes doivent aussi prendre en compte les 20 000 litres d'eau utilisés pour une seule petite tonne de papier. Prenons en compte également le fait qu'une usine à pulpe et à papier intégré consomme autant d'énergie qu'une petite ville. Alors si des peuples meurent de soif et que des catastrophes nucléaires arrivent demain, vous viendrez pas vous plaindre, monsieur Mirliza, car vous n'aviez qu'à laisser dans leur rayonnage l'île de Virginie dépendre, et peut-être que vous auriez sauvé notre monde et votre âme. Et vous allez me dire, mais mon bon Lady, nous avons aujourd'hui des liseuses, des cobots et autres kiddles, mais vous moquez pas de moi, monsieur Mirliza. Vous moquez pas de moi, parce que vous méprisez ces appareils électroniques qui n'ont pas le charme et l'odeur du papier dont s'enorgueillissent les intellectuels dégénérés que nous sommes. Et même si c'était vrai, même si vous aimiez faire passer vos doigts boudinés sur des écrans dont la lumière abîme vos yeux bleus, ou l'inverse, eh ben il faut 15 kg de minerai pour une liseuse, monsieur Mirliza. Alors arrêtez avec votre mauvaise foi. Vous pensez au lithium, au terra, au cobalt pour lesquels on creuse des fosses immenses au cœur du Congo et que de jeunes gavroches déshérités portent sur leurs épaules pour assouvir votre soif de petit intellectuel bourgeois répugnant. Alors les livres seraient finalement plus vertueux? Mais non, car si on prend en compte que de nombreux produits chimiques rentrent dans le processus de fabrication d'un livre papier, les colles, les antimousses, les colorants et autres poisons qui tuent les abeilles et les hérissons, alors il faut se rendre à l'évidence, la lettre tue, et pour sauver notre planète, pour avoir un lendemain, il faut que nous arrêtions de lire, d'écrire, car la littérature est le cyanure dont nous nourrissons la Terre et ses enfants depuis trop longtemps, et nous sommes des assassins. Bravo, monsieur. J'ai été attaqué en plein cœur, mais il n'y a que la vérité qui blesse d'une certaine manière. Monsieur vient. Ah, moi personnellement je ne lis pas, j'entends parler de livres, des gens me parlent de certains livres qu'ils ont lus, mais moi personnellement je ne lis pas, je refuse de lire. Vous êtes un assassin, monsieur Bien. Écoutez, j'ai été choqué. Nous sommes des assassins. J'ai été choqué comme n'importe qui entendrait ce terrible constat. Et je peux vous l'affirmer, la main sur le cœur, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je n'ai pas ouvert un livre depuis des mois, depuis 2 ans. Et on me parle de livres et j'écoute et c'est comme si je les avais lus. Alors, quelque part, enfin, moi je suis totalement pour une tradition orale. Qu'on soit d'accord, hein, c'est Homère, très bien, les griots, très bien. Enfin, et puis avons-nous encore le choix? Messieurs, avons-nous encore le choix? Mais la preuve, on peut tout à fait, comme ça, de bouche à oreille, écrire un grand livre qui serait simplement dans la parole. Il me semble que la parole, elle, ne modifie rien dans l'environnement. Et vous avez raison, parce que nous sommes dans la parole, là. Je pense que vous êtes fait un peu poissonnier la veille de Pâques, monsieur Babidi Parkegio, avec cette chronique. Vous êtes un peu à contre-temps, là. Eh bien, continuez votre écocide répugnant. Moi, je ne veux pas être des vôtres. J'ai choisi mon camp, monsieur. Très bien. Eh bien, passons au dernier extrait. C'est 10 livres qui va conclure cette émission. Un nouveau roman, un nouveau recueil de contes nouvelles paru ces 10 livres. Les contes du présent d'Ohalu Damei. Ohalu Damei, je ne sais pas d'où vient cette personne, je vais chercher sa biographie. Mais on va passer tout de suite au premier conte de ce recueil qui s'appelle Le Chiot. Si un jour, vous vous rendez dans le pays des chiens intelligents, allez donc rendre visite à un jeune chiot de ma part. Nous nous connaissons très bien, lui et moi. La dernière fois où je l'ai vu, il séjournait dans une petite grotte isolée de son pays. En un jour où, semblait-il, toute la nature riait d'une probable force à son actif, d'une probable farce à son actif, notre chiot naquit. Pour cela, il avait lutté contre l'enveloppe matricielle, qui semblait vouloir le retenir dans ses entrailles chaudes et humides. Il fut malmené par des contractions qui l'écrasaient. Ce fut tel qu'il fut précipité dans un flot visqueux. Il manqua de se noyer plusieurs fois, se détachant comme un forcené pour garder la tête émergée dans ce long et étroit tunnel. Enfin, il vit une lumière au bout de la galerie qu'il traversait. Il put lire en surplomb « Sortez !» et « Bonne chance !» en lettres clignotantes. Il se tortilla pour s'extirper et fut aveuglé par la lumière. Entendit l'enfant à la mère, qui constatait que tout le monde retenait un rire qu'elle ne comprenait pas. Elle prit dans ses pattes son rejeton et l'observa avec le regard de la génitrice qui verrait un Adonis, même s'il était un laideron.
Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent. Ses lèvres s'étirèrent, sa bouche s'ouvrit, et elle partit dans un fou rire qui assourdit son chiot interloqué. Le crâne du nouveau-né était surmonté d'une bizarrerie anatomique, une sorte de cornet en forme de coquillage, de bonne dimension, luisant de 1000 feux, magnifique, capable de faire pâlir la lumière du soleil. Mais détail encore plus surprenant, cet organe superflu émettait sans raison apparente d'épées, dont la régularité échappait aux règles les plus basiques du solfège, d'épées qui faisaient penser aux vers les plus grands poètes. Alors donc, voilà notre petit chiot mis un peu à l'écart, sans qu'il ne sache pourquoi. Le voici avec son cornet pétant, comme si celui-ci battait la mesure de la musique céleste, comme s'il tentait de s'en faire le traducteur pour ses congénères. Ce dernier, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde, même milliardième, étendait d'étranges sons qui semblaient trouver leur source au-dessus de sa tête. C'est le ciel qui parle, se disait-il à chaque fois en regardant ceux qui l'entouraient, leurs yeux rivés au-dessus de lui, en proie au rire. Il levait son regard mais ne voyait rien. Et pourtant il entendait les sons célestes qui bramaient à ses oreilles. Serait-il quelque chose que j'ignore ? se demanda-t-il. Il allait alors trouver sa mère pour qu'elle lui dise ce que tous les autres connaissaient sauf lui. Il lui demandait. Maman, dis-moi ce que les gens voient quand ils entendaient le Maman, dis-moi ce que les gens voient quand ils entendent le ciel nous parler. Sa patte rencontra une matière molle et gluante à laquelle il préleva une partie. Il contempla cette matière solide et visqueuse, encore remuante, rosâtre. Une bulle se forma à la surface et se creva en libérant un long accompagné d'une fumée nauséabonde. D'autres bulles se mirent à éclore et firent entendre une véritable musique d'orchestre philharmonique en P mineur et majeur. Le chiot jeta cette chose gluante et recula vivement. Elle se mit à ramper sur le sol dans sa direction, secouée par son accompagnement musical. Il recule. La chose semblait grossir, en laissant une traînée baveuse derrière elle. Le chiot la vit avaler tout ce qui traînait, verre cassés, conserves, gravier, crottes, insectes imprudents. Il reculait toujours et il sentit les démangeaisons de sa boîte crânienne s'amplifier, à un point tel qu'il s'arrêta et se gratta la peau du crâne littéralement jusqu'au sang. Le cornet se mit à péter à n'en plus finir, engageant une conversation sibylline avec la chose rampant sur le sol. Le chiot se sentit bien. Il comprit que ce cornet était à lui, à condition qu'il lui malaxât les tripes continuellement, pour qu'il fasse entendre la musique syncopée des cieux. Depuis, il est dans cette grotte tout seul, prenant grand soin de son cornet magique, le malaxant de sa patte prisonnière. Parfois, des congénères viennent lui rendre visite et il se dit « Mais ils viennent écouter les dieux grâce à mon cornet. Mais pourquoi rit-il tant à chaque fois ? C'est Ovide. Oui. C'est Ovide. Moi, personnellement, j'ai beaucoup pensé à un film devenu célèbre, puisque le premier rôle de Steve McQueen à l'époque, Le Blob. Je ne sais pas si vous connaissez ce film américain, Non. où une grande gelée, comme en Angleterre en jelly, une jelly, tombe du ciel et aspire peu à peu les habitants dans des bruits suggestifs du même ordre. Premier rôle de Steve McQueen, et de même une espèce de gelée comme ça, de On est un peu rejet dans extraterrestre. Flubber aussi. Oui, j'y pensais. Oui. Vous avez raison. Oui, il y a quelque chose de ça. Alors, il y a beaucoup du cinéma de genre et du En cinéma tout cas, ce qui pour enfants. m'intéresse, La soupe au chou. ce qui m'intéresse, moi, c'est le Beaucoup de présence de références la- à Jacques Villeray ce soir. c'est la matériologie du roman, hein, cette confrontation du paysage à une matière informe, la matière qui est du côté de la détermination. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie référence à Anton Artaud. Une espèce de... Bon, parce que là, ce n'est pas dit, mais cette matière scatologique, il y a un vrai éloge du caca. Voilà. On est dans l'ombilique des limbes. L'ombilique du cornet. Les limbes du cornet. Le Puis on est un peu dans l'anus de l'âne de Podane aussi. Oui. Puis c'est une sorte de buzzer, en plus. C'est-à-dire, quand il appuie, ça sonne. Donc il fait remarquer sa présence. Ce cornet magique est quelque chose de très biblique, je trouve. On imagine totalement, je ne sais qui, Saint-Jean ou Saint-Luc, manier ce cornet dans les terres thessaliques. C'est tout à fait, on va dire,
Bon, peut-être avec un peu moins peut-être de force religieuse, de mysticisme, mais... Et encore, parce qu'il y a l'idée de grande abondance là-dedans. Oui, voilà. Parce qu'il ne cesse d'émettre des sons. Ça sent l'infini. Et le son, c'est aussi le nom du blé. Mais Oui. Surtout, en plus, c'est des sons mélodieux. C'est-à-dire que c'est pas des sons Oui. difformes comme ça. Oui, oui, il y a oui, de la oui, musique. oui, oui. Il y a la petite musique du fond des choses, comme dirait Céline. Accompagné d'une fumée nauséabonde. On a quand même quelque chose de Garcimer, hein, du grand spectacle. On voit qu'il y a un amour chez cet auteur, ou cette auteur, pour le grand guignol. Peut-être, mais... Oui, non, mais là, moi, je me réveille. Non, grand guignol, c'est vous qui êtes un grand guignol. Là, je vous en prie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces textes, c'est poète, ponge, pout, poète. Mais monsieur Biscoletto, vous qui êtes un fin connaisseur de guignol, il y a quand même une référence à Niafroin ici. Non, moi, j'ai pensé Quand même, Niafroin, Attendez, il est malodorant. je cherche ces grands textes. Niafroin est Je malodorant. pensais à de nombreux passages de la poétique de Claudel. Évidemment, attendez. Parlez, je vais chercher pendant ce temps. Moi, je voudrais juste revenir à Céline, la petite musique du fond des choses, parce qu'il y a ce fameux passage du voyage au bout de la nuit où il dit des haricots la vie. On a j'ai trouvé. parce qu'on a vécu jusqu'ici. J'ai Voilà, trouvé. c'est de la littérature haricots. Tout ça, c'est S'il une vous plaît, monsieur réécriture Pistoletto. de Claudel. S'il Oui. vous plaît, on écoutait quelque chose de très intéressant sur les haricots. Mais oui, des haricots la vie, on a bouffé toute sa poésie parce qu'on est arrivé jusqu'ici. Voilà, on est dans la littérature haricot, la littérature du péteux. Et je pense à un autre extrait du même roman Voyage au bout de la nuit, celui où le docteur Barnabu observe ses voisins et Fernande qui dit à son époux je t'aime tellement que je mangerai de ton étron. Et il parle d'ailleurs du communisme joyeux du caca. Exactement. Il y a toute cette espèce d'amour joyeux, oui, effectivement. C'est un texte qui est très léger, qui invite à finalement de tous les textes que nous avons lus, le plus positif. Hein. Oui, alors moi, je veux quand même parler de Claudel qui, dans son art poétique, évoque l'importance des gaz pour approcher la matière céleste, l'ineffable céleste. Il écrit « Le monde n'est pas le développement inextinguible d'un principe. L'éploiement de l'atome, la déflagration spontanée d'une équation. Irrationalité. Comment atteindre poétiquement cette irrationalité mystique? Il va nous le dire. Il n'y a rien d'intrinsèque au corps qui, à un moment total de l'existence, les contraigne à la génération de la suite. Les formules que je copie sur mon cahier ne suffisent pas plus à susciter le fait qu'à limiter l'ombre sur le miroir, les patères, à rebours et le nom des diables, Cétos et Crépeau. J'y viens, hein. Parce que nous distinguons quelques-unes des conditions d'un fait, nous n'en possédons pas la raison d'être. Nous le voyons mieux ou autrement, c'est tout. J'y viens, hein. C'est long. Oui. L'oxygène, voilà, j'y viens là. L'oxygène se combine avec l'autre gaz, tout de même que le bras est uni à la main. Voilà. Et où est-ce que vous voulez en venir? Où sont les gaz? Il a parlé des gaz. Oui, d'accord. Mais ça en fait rien, un hypotexte. D'ailleurs, excusez-moi, mais à force de parler de gaz, je commence à penser à l'Holocauste. Mais ça, c'est votre histoire personnelle, Gilles. Oui, pardon. Excusez-moi, je sais que c'est très indécent de parler de ces arrière-grands-parents. Bon alors, parlez-moi un peu de la poétique de cet auteur un C'est peu... de la poétique, en fait. Hein. Ce genre, je sens que je parlais d'Artaud, on est là-dedans, quoi. Une espèce d'immense prout envoyée à la face du monde. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le chiot se sentit bien. Oui. Qui est une phrase Avec beaucoup de sens. performative. Ouais, oui, il se sentit, il se sent, il est bien, il se sent bien, Exactement. les autres le sont. Moi, il y a quand même une dimension mythologique qu'on a assez peu évoquée. Bon, il parle d'Adam. Oui, ce sont les choses, se sent bien. Ça, je pense que c'est en fait une référence à Victor Hugo, hein, les grands poèmes idylliques de Victor Hugo. Le grand poème idyllique de Victor Hugo, vous le connaissez, le poème sur le chien de Victor Hugo. Mais qui ne le connaît pas? À dire vrai, Ponto, je dis à mon chien noir, viens Ponto, viens-nous-en. Et je vais dans les bois, mais comme un paysan, je vais dans les grands bois, lisant dans les vieux livres
l'hiver quand la ramée est un écran de givre, ou l'été quand tout rit, même l'horreur en pleurs. Je récite par cœur, monsieur, hein, c'est impressionnant, hein, et oui, quand toute l'herbe n'est qu'un triomphe de fleurs. C'est beau ça, hein, quand toute l'herbe n'est qu'un triomphe de fleurs, hein. Oui, c'est très beau, mais c'est pas le sujet, encore une fois. Eh oui, et alors continue, je voulais le redonne la parole, sans problème. Oui, non mais en fait... Je prends froissard, mon Luc, ça me revient là, les vers comme ça. Taisez-vous, je dis aux auditeurs que vous avez le livre sous les yeux. Oui, d'accord, oui. Assassin! Je peux lire le dernier vers? Allez-y, finissez votre sinistre Reprenez besogne. un verre et taisez-vous. Et Ponto me regarde avec son œil honnête. Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête. Comme vous. Mais, en fait, j'ai une théorie sur ce texte. J'aimerais te la proposer, Gilles. J'écoute. Pour moi, il y a quelque chose de la naissance de l'enfant Jésus. Vraiment, notamment ce passage où il parle d'une sorte de cornet en forme de coquillage de bonne dimension, luisant de mille feux magnifiques, capable de faire pâlir la lumière du soleil. Outre le fait que c'est très beau, ça me rappelle un peu ces peintures nées à Byzance au XIIe siècle, où tu sais, les personnages étaient auréolés dans ces gravures, et on voit un personnage auréolé, enfin, auréolé de sainteté. Oui, tout à fait. On a quelque chose de totalement cosmologique. Alors, on peut penser effectivement à Jésus, comme on peut penser à toutes les naissances de Gilgamesh, le roi Dogon, ainsi de suite. C'est apollinien presque. Oui, et moi, je reviens quand même à cette question de l'art poétique, qui me paraît intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'est un geste écologique, hein, d'être dans la boue, d'être dans le noir, dans la matière, et de fabriquer quelque chose. C'est une énergie de désespoir qui se met en branle ici. Et moi, je pense par cœur, là, cette fois-ci, à cette phrase de Francis Ponge, dans Le Parti pris des choses, où il écrit cette phrase magnifique. C'est surtout peut-être contre une tendance à l'idéologie pâteuse que j'ai inventé mon parti pris. Écoutez, de tout ce que vous avez dit, c'est la chose la plus sensée. Et j'y suis sensible. L'idéologie pâteuse. Vous voyez, monsieur Pistoletto, quand finalement vous vous concentrez et faites un effort, vous tombez sur des passages intéressants. Parce que, excusez-moi, mais tout votre passage sur l'art poétique était tout à fait hors de propos. Et je ne le dis pas parce que vous le lisiez et que vous participiez à l'assassinat de nos amis les arbres, mais parce que c'est tout à fait hors de propos. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? En fait, c'est étrange, puisque dans cette espèce de cornet magique, cornet symphonique qui lui a poussé au-dessus de la tête, on voit quand même qu'il y a besoin d'un effort. Un effort comme un musicien doit faire un effort. C'est-à-dire, il comprit que ce cornet était à lui, à condition qu'il lui malaxât les tripes continuellement pour qu'il fasse entendre la musique syncopée des cieux. À condition. C'est-à-dire que le cornet, si on lui donne rien, si on ne fournit aucun effort en sa direction... Et ça, l'hypothèse derrière, c'est Paul de Roux, c'est entrevoir. Hein. Ah non, s'il vous plaît, monsieur Mirliza, Mirliza, nous étions sur quelque chose d'intéressant. Arrêtez-le. Monsieur Mirliza, intervenez. Oui, mais il a quand même des passages intéressants. Oui, non, mais... On lit de la poésie, Écoutez, là. on n'est pas dans une espèce d'inventaire de toute la culture de monsieur Piscoletto qui nous a étalé ici. Et je tiens à répondre à monsieur Babidi sur le Allez-y, champ et pas après voilà. votre Mais passage. je vais lire avant. Non, arrêtez, monsieur Piscoletto, Je tiens à répliquer immédiatement. Oui, je suis d'accord sur cette espèce d'effort qu'il faut fournir. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans le développement de l'enfant, puisqu'il est question d'un jeune show, s'il vous plaît, j'allais parler du Forda et des choses très importantes. Intervenez maintenant. Et donc, avant même ou juste après le Forda et avant la première parole, l'enfant commence à saisir les schémas de cause à effet. Il babille. Et nous sommes à cet endroit précis du premier chemin de cause à effet, qui est celui de l'estomac, de la compréhension de soi et du corps. C'est tout à fait fascinant, un texte aussi complet, aussi précis sur quelque chose d'aussi inconscient et d'aussi repoussé dans notre mémoire très D'ailleurs, lointain. avant que monsieur Piscoletto impose sa prose, je pense que ça va te parler, toi qui es grand connaisseur, et c'est dommage que Renard ne soit pas là aussi, hein, de Platon, puisqu'il y a quand même le livre de la caverne qui ont visité. Hein. Depuis, il est dans cette grotte tout seul, prenant grand soin de son cornet magique, le malaxon de sa patte prisonnière. Il est prisonnier dans la grotte, il émet des sons, des gens viennent le voir, il ne sait pas pourquoi ils viennent le voir. Voilà, il y a quand même quelque chose du mythe de la caverne. Mais il est à l'opposé, c'est l'antithèse de l'homme qui sort de la caverne.
C'est l'homme qui non seulement Qui demeure rentre dans la caverne, qui rentre et qui demeure et qui attire d'autres personnes dans la caverne. Mais moi, c'est marrant parce que je me disais, mais bon, Mallarmé écrit beaucoup de poèmes, hein, beaucoup des tombeaux, les tombeaux de Baudelaire, les C'est son tombeaux métier. de Poe. C'est son métier. Et je me suis dit, mais c'est quand même très différent de la poésie de Mallarmé. Et j'ai pensé à la causerie d'adieu de Mallarmé et j'ai trouvé que ça n'avait rien à voir avec ça. Et du coup, je me suis permis de lire la causerie d'amour d'adieu de Mallarmé pour me dire à quel point les textes des chiots Qu'est-ce que c'est? n'avaient absolument rien en commun. Alors, C'est mon causerie d'amour d'adieu Ah, de Mallarmé. Non, je l'ai pas C'est lu, sur les murs croulants Ah, il faut que se naît rendre la européenne. fleur C'est scandaleux, d'azur. scandaleux. Pour eux et son parfum. Vous voyez, ça n'a rien à voir en fait, Mallarmé et les textes qu'on lit. Et même par exemple, si on prend un poème comme Hérodiade, la nourrice Hérodiade, Tiens, tu vis l'article où est totalement en phase avec notre l'eau émission. Faut d'une gagner rien à lire, au lieu princesse d'écouter, c'est à un mes autre. lèvres. Et voilà. France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza.